Parce que tout ce dont je parle sur les galères à éviter, en fait, je les ai toutes faites, quoi. La première chose que j'ai faite, c'est que je me suis inscrit dans une asso, qui était un club de tennis, et c'est les premières personnes que j'ai rencontrées au Luxembourg. Donc, t'as acheté les souscriptions en fait avec de la bière. alors, je me souviens du rendez-vous, le meeting qui était un mardi soir, et on me dit voilà, tu pars dans l'équipe, tu pars créer le bureau à Montréal avec une autre équipe, et d'autres personnes te rejoindront après, mais tu pars dimanche. Non mais je sais pas pourquoi, j'avais déjà envie de ça, et après je crois que j'avais assez confiance en moi pour me dire je vais y arriver. Le principe c'est que s'il y en a d'autres qui y arrivent, pourquoi pas toi, je veux dire aussi. Ensuite Luxembourg, voilà, j'avais pas forcément d'a priori. Et surtout, une nouvelle fois, je peux pas l'expliquer, je sentais que c'était un endroit où il y avait quand même beaucoup de choses possibles à faire. Ouais, ici, tu t'es inscrit au tennis? Pendant 3 ans, 0. Quand j'ai lancé le blog qui est devenu média, je me suis dit, il y a des gens qui savent créer un blog, je dois bien savoir en créer un. Après voilà, les gens qui gèrent un média, je dois bien pouvoir en gérer un, etc. Tu peux t'arriver. Voilà, Comment t'as des gens qui vont te tendre la main, parfois tu dois savoir aussi grimper un peu tout seul. Salut à tous, bienvenue pour ce premier épisode du Talent Club. Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Charles. Salut Charles, comment tu vas? Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Super, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas en une phrase max? Une phrase max, ouais. Plus ou moins longue. Voilà, Charles Louis, j'ai 40 ans, je suis père de 3 enfants, marié, okay. Je vis à Luxembourg. Super. Et voilà, je suis entrepreneur au jour le jour. Super. Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on n'expliquerait pas les quelques règles de ce podcast rapidement? Ouais. Bienvenue en tout cas pour ce podcast. En fait, on va avoir 3 grandes règles parce que l'idée est de faire quelque chose qui est assez détendu, mais en même temps qui puisse favoriser le contenu pour les gens qui nous regardent. La première règle, c'est que ça va durer 1 heure. Tu vois, on a un petit timer. Tu vas pouvoir regarder, comme ça tu verras à peu près combien de temps tu vas passer sur le reel et combien de temps il reste pour expliquer tout ça. La deuxième règle, c'est que ici tu parles en ton nom propre et pas au nom de ta boîte. L'idée, c'est qu'on reçoit des gens qui ont des talents inspirants pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font dans la vie et pas en représentation d'une organisation. Et le troisième, tu l'as vu, il y a un petit buzzer devant toi, c'est un buzzer panique. En fait, le principe du podcast, c'est que comme on veut avoir d'authenticité, tu vas avoir droit à un joker. Soit si on te pose une question à laquelle tu veux pas répondre, auquel cas tu vas buzzer. Soit si jamais il y a quelque chose que tu nous dis et que tu veux qu'on coupe au montage, et auquel cas les auditeurs, ceux qui nous écouteront et qui nous verront, sauront que tu as mobilisé ton joker sur cette question-là. Ça va. Ça va pour toi? Yes, c'est super, bon. Ça joue. Okay. Nous avec Charles, on a eu le plaisir déjà d'échanger quand même assez longuement. Romain te connaît moins. Mais du coup, on a parlé de toi avec Romain en préparant le podcast. La première chose qu'on s'est dit, c'était que tu étais un homme de réseau. Déjà, je sais pas si tu es plus ou moins d'accord avec ça et ce que tu en penses. Et la deuxième chose, on s'est dit, mais attends, est-ce que Charles, il avait un plan ou est-ce qu'il a tout fait par opportunité tout au long de sa vie? Ouais, 2 questions. Ok, 2 questions hyper intéressantes. Homme de réseau, alors peut-être qu'effectivement, je le suis devenu de par mes activités. Je pense que j'ai toujours aimé rassembler les gens et connecter les gens, et voilà, au fur et à mesure finalement ça a créé un réseau aussi bien personnel que professionnel. Donc aujourd'hui je dirais que le réseau est assez important, que voilà, j'arrive à rencontrer une diversité de personnes qui sont vraiment chouettes, que ce soit des entrepreneurs à Luxembourg, voilà, quelques personnalités aussi politiques, mais après voilà, c'est également voilà des copains aussi avec qui je vais faire du sport, et tout ça fait qu'à un moment donné il y a quand même des points communs en fait entre les personnes. Et puis voilà, j'aime bien mettre en relation aussi finalement les gens, parce que je pense qu'il y a pas mal d'opportunités. Souvent, on reste souvent tout seul, et je trouve que c'est plutôt intéressant quand même de savoir en fait aussi quels sont les besoins en fait des fois des personnes. Alors c'est un peu marrant parce que ça peut m'arriver des fois dans des soirées aussi de faire comme ça des mises en relation, donc j'essaie quand même maintenant de prendre de la distance. C'est un animal social. En perso. Pour autant, voilà, je suis quelqu'un qui est plutôt solitaire, vraiment très solitaire. J'aime beaucoup mon indépendance, et
et voilà, j'ai pas mal besoin de liberté. Le fait d'être en réseau, en fait, on a amené aussi à rencontrer énormément de gens dans la semaine, que ce soit à travers les événements ou autres. Donc ça peut être parfois plusieurs centaines de personnes dans la même semaine, combinées entre voilà, les rendez-vous, les activités perso, les événements, etc. Et donc des fois on a besoin aussi d'un peu de souffler ou retrouver juste ses proches, sa famille, etc. Donc oui, peut-être aujourd'hui réseau, voilà. C'était le plan au départ, voilà. Animal social. Du coup, ça s'est déclenché. C'est venu au fur et à mesure. Moi, j'ai toujours été plutôt timide à l'école. Je me souviens, j'étais pas celui qui levait la main. Pour autant, voilà, je suis pas celui qui dit le plus de mots en conversation non plus. Souvent sorti de deux personnes, voilà, je peux avoir toujours aussi un petit peu une carapace et voilà, je suis pas forcément quelqu'un non plus de voilà, très exubérant, etc. Alors, et ensuite, après, c'est plutôt au niveau des activités que c'est devenu finalement un fil conducteur dans tout ce que j'ai pu entreprendre et tout ce que j'ai pu faire. Donc voilà, ça n'a pas été le plan. ça l'est devenu et ça l'est encore aujourd'hui. Est-ce que ça le sera demain? Je ne sais pas, mais en tout cas... Ça, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir sur un peu aussi tes plans futurs. Mais ça a commencé quand, en fait? Alors, et je te dis pourquoi, nous, quand on a discuté, il y a un truc qui est marqué chez toi, au-delà de ton parcours. Et moi, je connaissais, en fait, ce que tu fais actuellement chez Silicone. Et en fait, tu m'as dit que tu avais commencé prof de tennis, si je me souviens bien. Et déjà, moi, j'avais senti qu'à cette époque-là, tu avais créé un réseau et que finalement, ça t'avait plu. Est-ce que toi, tu dirais que c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé ou finalement rien à voir et ça s'est fait plus tard? Oui, non, je pense que ça a commencé à ce moment-là où j'ai un peu découvert. Après, je m'en suis vraiment rendu compte finalement assez récemment que ça avait vraiment commencé à ce moment-là. Souvent, quand on fait un peu une introspection, qu'on se dit mais quel était un peu le parcours. Effectivement, j'ai eu la chance au tout début de mes études, en fait, après avoir passé le bac, d'avoir une opportunité de travailler dans un club de tennis et de commencer en fait à initier le tennis, à enseigner. J'ai pas été prof parce que j'ai pas le brevet d'état, mais j'ai initié et enseigné le tennis pendant plusieurs années, voilà, à des enfants de 5, 10 ans, jusqu'au... Voilà, parfois j'avais toute la famille jusqu'aux grands-parents. Et donc ça a été beaucoup d'heures finalement d'enseignement. Moi qui étais très timide, en fait, ça m'a déjà appris à m'exprimer déjà devant un groupe, de pouvoir préparer aussi des cours, etc. Et puis après, dans ce club, donc c'est un club de la région parisienne qui avait quand même près d'1 millier de membres, il y avait aussi à un moment donné une volonté de développer justement la communauté de membres à travers notamment la communication, l'organisation d'événements plutôt sociaux. Et voilà, et en fait, moi je me suis pris au jeu à ce moment-là, donc toujours à côté des cours, et ben voilà, de pouvoir organiser des soirées, des événements sportifs aussi autres que tennis pour les membres du club. Donc j'organisais des raids d'aventure à l'époque, tu vois, pour les membres du club, avec les familles. On a eu des histoires assez improbables. Et finalement, en fait, ces soirées, on se retrouvait des fois, voilà, comme je disais, peut-être on pouvait être 150 et finalement les gens se rencontraient, etc. Et je pense que c'est venu un peu à ce moment-là où j'ai senti que voilà, j'étais aussi bien à ce niveau-là. Donc voilà, ça a été quelques années de ma vie, 5 ou 6 ans, pendant mes études où voilà, j'avais cette activité à côté. Et voilà, ça m'a permis déjà de mettre un pied dans le monde du travail parce qu'on était aussi quand même pas mal d'employés finalement dans ce club. C'était quand même si on parle de 1000 membres, ça fait une grosse société. Et puis voilà, il y avait quand même des départements, on avait tous un petit rôle. Et je crois que ça a été le pied à l'étrier à ce moment-là qui me... Voilà, après... donner envie de continuer, exactement. De travailler sur ton côté social et justement et te lancer un petit peu sur cette activité en partant de quelque chose qui était plutôt juste du loisir au départ. Voilà. Et qu'après tu as transformé. Exactement. En fait, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose dont on avait parlé, c'était essayer de retirer un peu 2-3 enseignements de chaque expérience, que ce soit un stage ou une expérience longue durée, et en tout cas de cette expérience dans ce club de tennis. C'est aussi une des choses que j'ai retirées, c'est ce côté un peu justement organisation, communication. Enfin, à l'époque, voilà, je faisais des affiches, je me souviens, sous PowerPoint, et en fait je placardais ça partout dans le club de tennis. Et en fait, à l'ancienne, et finalement c'était comme ça que les gens venaient, parce que
alors on parle d'il y a, tu vois, Canva, tout ça, c'était l'époque. Il y a une vingtaine d'années. C'était sur Photoshop, donc, quoi. Et voilà. Et finalement, en fait, c'était des petits outils de communication. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aussi dans notre quotidien? Voilà, on crée aussi des supports de communication avec d'autres outils. La finalité est la même, quoi. Voilà, la finalité est la même. Et aujourd'hui, ce que je peux organiser en événement avec une équipe, c'est finalement des petites choses que j'ai appris déjà il y a quelques années, donc c'est un peu plus professionnel maintenant. Sur la partie événementielle, en fait, ce que je comprends, c'est que voilà, cette expérience t'a beaucoup aidé, enfin notamment on en parlera beaucoup, mais sur ce que tu fais chez Silicon actuellement, il y a une partie quand même média événementiel qui est très importante. Sur la partie réseau, est-ce qu'à cette époque-là déjà, c'est un club de tennis région parisienne, 1000 personnes, peut-être que, je sais pas, tu rencontres des personnes qui t'amènent d'autres opportunités par la suite. Je me souviens qu'après tu te retrouves en start-up. Je sais pas si ça s'est fait via ce réseau-là ou si c'était complètement différent. Est-ce que non, ça a été complètement différent. Ouais. Ensuite, oui, dans ce domaine-là, il y a énormément de réseautage. Je veux dire, moi, aujourd'hui, quand je suis arrivé à Luxembourg, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis inscrit dans une asso qui était un club de tennis, et c'est les premières personnes que j'ai rencontrées au Luxembourg. Donc je pense que le tissu associatif est une excellente voie déjà pour commencer à réseauter, rencontrer arriver, connaître d'autres personnes. Et à travers ces premières personnes qui ont toutes des profils différents, en fait, après c'est là que les liens se créent. Mais ici, j'ai croisé des gens, finalement, on s'est rendu compte qu'on avait grandi à côté, quoi, dans des villes vraiment voisines, qu'on avait les mêmes loisirs, parfois des copains en commun. Donc ça va assez vite. Hein. Aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de blockchain, mais déjà, juste la blockchain de son réseau, c'est assez incroyable. À savoir qui connaît qui et autres, c'est assez improbable. Donc, et donc, dans la startup, tu y arrives, mais par un autre canal. Ouais, j'y arrive après mes études. Sur un premier boulot dans une start-up qui décolle à Paris en 2007. Ouais, comment ça c'est Smartbox, si je me souviens. Et à l'époque, c'est Smartbox, effectivement, qui est vraiment en train de grandir, d'accélérer, qui a beaucoup d'offres et beaucoup de postes ouverts. Ouais. Et voilà, je me souviens que je découvre cette start-up en lisant un magazine aussi. Et que je me dis, ça a l'air sympa parce que j'aimais bien le côté un peu création de produits. Ils avaient aussi tout ce qui était un peu séjour sportif, c'était des choses qui me parlaient aussi un petit peu. Et puis voilà, j'avais envie d'aller un peu dans cette création de produits, plutôt dans le domaine sport. Ça, c'était ce que je voulais faire. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans cette société qui était vraiment la start-up qui était déjà en train de scaler déjà. Exactement, ouais. Donc ça a été mes premiers pas en 2007. Sur quelle position dans cette start-up? J'arrive chef de produit vraiment junior au tout début. Voilà, donc création d'un coffret cadeau. Mais beaucoup d'autonomie en fait dans cette société parce qu'ils sont vraiment dans cette phase de croissance avec l'ouverture de beaucoup de bureaux en fait à l'étranger aussi et donc on a beaucoup d'autonomie et on est très sollicité aussi pour justement créer ses offres, aller rencontrer des partenaires, vraiment à la fin d'avoir le produit que t'as créé. C'était ça aussi moi qui m'intéressait, c'était de voir la finalité du produit réalisé. Ouais, le côté très intrapreneurial de A à Z, où tu prends ton projet de A à Z et tu le pousses jusqu'à ce qu'il aille vraiment être vendu. Et c'est après ce que tu as fait, du coup, en partant à l'étranger, c'est ça? Au Canada, t'es parti? Voilà, exactement. Donc, comme je disais, c'est une société qui ouvrait beaucoup de bureaux à l'étranger. Il y avait beaucoup d'opportunités internationales. Moi, je m'étais positionné en interne en disant que ça m'intéressait aussi de pouvoir partir dans un bureau à l'étranger à l'époque. Ouais. Et puis, j'ai eu cette opportunité de pouvoir rejoindre l'équipe qui ouvrait le bureau au Canada. Et donc on était une petite équipe à partir. Bon, j'étais dans les tout premiers, ça s'est fait vraiment en mode aussi très start-up. Si je raconte l'histoire, je me souviens du rendez-vous, le meeting qui était un mardi soir, et on me dit tu pars dans l'équipe, tu pars créer le bureau à Montréal avec une autre équipe, et d'autres personnes te rejoindront après, mais tu pars dimanche. T'avais une famille à ce moment-là? Non, à l'époque j'étais plutôt libre. Donc t'as pu partir. Donc j'ai pu partir un peu du jour au lendemain. Et le lundi, être à Montréal dans des bureaux, donc vraiment de manière complètement improbable. Si je me rappelle bien, donc tu arrives à Nouvelle Ville, Smartbox n'existe pas au Canada à l'époque, donc vous devez chercher des clients, développer le réseau et staffer aussi. Staffer, exactement. Ça. À quel moment tu te dis c'est fou quoi?
C'est fou, je pense que je m'en rends un tout petit peu compte dans l'avion à l'aller. Donc faut savoir, sur place, il y a déjà quand même un country manager qui a trouvé un bureau et autres. On arrive, le bureau, il n'y a pas encore les meubles, on a le wifi des voisins. Une partie l'équipe me rejoint, je crois que c'est 2-3 semaines après, parce que je pars mi-décembre, donc d'autres qui étaient moins libres que moi, qui avaient plutôt des contraintes, donc qui voulaient aussi passer Noël en famille, ils rejoignent plutôt en début d'année. Mais sauf que la priorité était effectivement de staffer, de recruter. Et je crois qu'on était parti sur une trentaine de recrutements au départ. Donc ça, c'était l'objectif. Moi, à l'époque, j'avais 24-25 ans. Franchement, j'avais jamais fait de RH, j'avais jamais fait passer un entretien, encore moins en anglais. Je connais pas les salaires, je connais pas les salaires, les conditions, donc je suis un peu dans l'avion en train de préparer mes quelques questions. Je me souviens le lundi, parce qu'en fait le country manager avait déjà pris des rendez-vous, donc le lundi j'arrive, moi j'ai des gens qui arrivent au bureau. Donc les bureaux qui n'est pas équipé, donc en mode start-up, et je fais passer les entretiens, et en fait je me rends compte très vite au bout de quelques conversations que j'y suis pas du tout. Enfin, je veux dire, et en fait. Et par rapport à quoi, justement j'y suis pas du tout par au fait que je connais pas du tout le marché, en fait, je sais. Et donc en fait je sens que ça va bien se passer, et je demande en fait aux gens que j'ai en entretien de m'expliquer un peu les systèmes de pension, de vacances, etc. Et en fait les gens que je fais passer en entretien m'apprennent un petit peu exactement. Génial. Et finalement, on fait les entretiens se passent bien, mais il faut comprendre, on était entre mi-décembre et il fallait que les premiers arrivent début janvier. Et donc, il y a des gens que j'appelais, honnêtement, je crois, la veille de Noël. Il y en a, je crois, je les ai appelés le 31 décembre, 1er janvier, en disant tu peux commencer lundi. Et voilà, pour qu'au moins, quand toute l'équipe arrive, on ait déjà une première équipe et qu'on puisse commencer à bosser dès début janvier. Mais ça a été. Oui, là pour le coup c'était en mode start-up from scratch, avec vraiment un gros support quand même d'une équipe derrière. Mais ça a été une pleine découverte. Plein hiver, 15 décembre, Montréal, recruter des gens, et c'était finalement une des personnes qu'on a recrutées. Après, aussi, quand je suis arrivé à Luxembourg, une des personnes que j'ai contactées parce qu'il était originaire de la région aussi. Et voilà, je garde aussi des bons liens. Réseau. Oui, ça n'a pas été voulu, mais le jour où j'ai appris aussi à Sud du Canada que j'allais venir au Luxembourg pour une autre opportunité, il s'avérait que dans mon réseau, il y avait donc une personne qu'on avait recrutée au Canada qui venait de la région et qui connaissait un peu Luxembourg, et donc qui a pu me mettre un peu le pied à l'étrier aussi. C'est intéressant de voir le business Smartbox, parce que le business Smartbox c'est typiquement un business de réseau. C'est du réseau avec des hôtels, etc. Et qui t'ait choisi toi pour aller faire ce job de connecteur dans un nouveau pays. Comment tu l'expliques comment ça se fait qu'ils t'ont choisi toi pour aller là-bas? C'est une bonne question. Moi, je pense déjà, j'avais levé la main, parce que je expliqué tout à l'heure qu'à l'école, je faisais pas trop ça, mais c'est une boîte qui ouvrait plein de bureaux à l'étranger, et c'était pas forcément pour le Canada, c'était pour un bureau. Ok. Et donc je me dis, moi ça m'intéresse d'avoir une expérience internationale. Je sentais que c'était une bonne opportunité quand j'avais lu un peu au début un peu la description de cette entreprise, je sentais qu'il y avait, on peut pas expliquer, mais il y avait cette chose qui allait se passer un peu pour l'entreprise, qui allait grandir à l'international. Pourquoi ils m'ont choisi? Ça n'a pas été juste un meeting un soir, il y a eu des conversations et autres. Il fallait un peu aussi se défendre, avoir prouvé avant que tu avais déjà aussi créé un coffret, un produit, que ça se passe bien avec l'équipe. Donc il y avait quand même une personne qui était chargée de créer une équipe qui allait partir à Montréal. Il s'avère que dans cette équipe, effectivement, c'est moi qui suis parti le premier, mais après on a eu un country manager, j'avais une manager, et on était 3-4. Peut-être que il y a peut-être une question de feeling, peut-être il y a une question de disponibilité, effectivement, pour une fois j'avais posé une question. Salut, on vient de couper la vidéo, j'espère que tu es en train de passer un bon moment. Et en fait on se rend compte qu'on ne s'est pas présenté, donc on va prendre 30 secondes, 10 minutes de temps pour t'expliquer un peu ce qu'on fait dans la vie. Salut, donc moi je suis l'associé de Talentlers à Luxembourg, et on accompagne des organisations, des RH et des leaders sur toutes leurs problématiques de talent attraction, talent retention. Et moi, c'est Clément, cofondateur de Club Trust. Club Trust, c'est un réseau de talents à Luxembourg qui fonctionne sur la confiance. On propose 3 choses aux membres du club. La première, c'est des mises en relation dans le cadre de recrutement. La deuxième, c'est des événements.
Et la troisième, c'est du coaching, notamment sur la carrière et l'employabilité. Si t'aimes ce que t'es en train de voir, partage, like ou abonne-toi. Nous, ça nous donnera du courage et de la force pour continuer. Surtout que c'est une initiative qui nous prend un petit peu de temps et qui nous coûte un peu d'argent. Donc on sera ravis d'avoir ton soutien. On te souhaite un bon épisode et puis à la prochaine. Salut. Ciao. Il y a un côté peut-être aussi état d'esprit, non moi j'ai l'impression que t'es un peu un yes man, tu vois, et j'aimerais savoir c'est quoi ta relation au risque, à la fois dans la vie perso et pro. Tu vois, est-ce que t'es plutôt risk taker, tu vois, là, de ce que moi je comprends, tu vois, c'est quand même assez dingue, toi, le mardi, on te dit tu vas aller au Canada monter une équipe, 30 personnes, t'arrives là-bas, tu demandes au genre d'entretien, écoute, tu pourrais me dire un peu les plans de pension, comment ça fonctionne. Tu vois, il y a comme une approche au risque, et après tu vas revenir avec son et tu nous expliqueras comment, mais toi, voilà, quelle est ton approche au risque dans la vie en général? Oui, alors je suis pas super stressé par le risque. Je suis plutôt effectivement. Il y a des caractères comme ça. Moi, je suis plutôt assez, on va dire, binaire, quoi, 0-1. Donc c'est all-in ou rien, tu vois. Ouais. Quand je m'engage vraiment dans le projet, j'y vais à fond aussi. Parfois voilà, c'est-à-dire qu'on engage tout, quoi. On engage l'énergie, tout le perso, plein de choses. Donc je sais pas, je le sentais bien, ce truc. Je le sentais bien. Il y avait, j'aime bien le côté un peu aventureux. Ça me fait pas peur de partir à un endroit sans connaître. Je veux dire, j'ai pas de. La plupart des gens le font. Pas de peur à ce niveau-là, quoi. Je peux te raconter une autre histoire. Je me souviens. J'étais parti en vacances une fois justement dans le nord de la Suède aussi, un peu en mode sac à dos. Je me suis dit, j'aimerais bien partir en sac à dos tout seul, voir ce que ça donne. Et j'ai choisi le point le plus au nord de la Suède, vraiment, en mode j'y vais. J'ai juste pris un billet d'avion et une fois que je suis arrivé à Stockholm, je me suis débrouillé. Je me suis dit, bon ok, maintenant il faut que je trouve un train. C'était une préparation au Canada en fait. C'était juste après, mais je me suis dit, tiens, ok, j'y vais. J'aime le froid, j'essaye. Et je suis parti sans carte. Ok. Sans carte J'avais pas de carte. Sans papier. Sans carte de crédit. Ouais. Sans carte, je veux dire. PK Express quoi. Exactement. Quoi. Je suis parti. J'avais repéré sur un petit guide qui avait un endroit qui avait l'air assez cool dans le nord de la Suède sur lequel on pouvait faire un trek, etc. Donc je me suis pas posé de questions, quoi. J'avais repéré. Et en fait après c'est vrai qu'on m'a dit mais en fait il faut réserver tous les chalets. Je me suis dit, petit stress. Ils m'ont dit, mais en fait, moi j'avais lu un autre truc, c'était que tous les chalets, tous les refuges en fait t'accueillaient aussi de manière de facto. Ouais. Et en fait, de partir de ce principe-là, en fait, oui, tous les refuges m'ont accueilli. Et après, je réservais d'une nuit sur l'autre tout ça, mais j'ai fait mon trip sans. Comme ça, quoi. Je suis parti. T'as parié sur l'assistance en personne en danger. Tu te dis, j'avais ils vont m'accueillir. Déjà, non, mais je sais pas pourquoi, j'avais déjà envie de ça. Et après, je crois que j'avais assez confiance en moi pour me dire, je vais y arriver. Le principe, c'est que s'il y en a d'autres qui y arrivent, pourquoi pas toi, je veux dire aussi. Et donc, je suis parti un peu dans cet état d'esprit. Et je pense que dans le boulot, quand j'ai lancé le blog qui est devenu média, je me suis dit, il y a des gens qui savent créer un blog, je dois bien savoir en créer un. Après, il y a des gens qui gèrent un média, je dois bien pouvoir en gérer un, etc. etc. Tu pars un peu gagnant à chaque fois, c'est ça. Tu as cette confiance-là qui te dit, en fait, qu'est-ce qui peut se passer, il y en a qui l'ont fait. Ouais. Est-ce que tu as cette mentalité-là, à te dire, ok, quoi qu'il arrive, en fait. J'ai plus le côté testeur, quoi. J'ai plus envie d'essayer les choses, de créer quelque chose, d'amener une nouvelle idée. Je suis plutôt une âme créative que, tu vois, très, très carrée, très organisée. Ouais. Mais ça me fait pas peur de dire, on essaye, ça marche pas. Je veux dire, il y a souvent. Tu vois, des gens qui vont processer énormément les choses. Moi aussi je processe, mais arriver à 80%, si tu veux, c'est à un moment donné, on peut essayer, et je préfère. Voilà, il y a beaucoup de learning by doing, tu vois, faire quelque chose, ça marche pas. Il y a quand même des petites choses que j'ai appris, hein, en quelques années d'expérience. Je me lance pas non plus comme ça. T'es pas un fou, de facto, mais. Et après, au niveau famille, au niveau perso, par contre, là c'est un peu plus organisé. Je veux dire, je prends moins de. Tu prends moins de risques. Je prends des risques, mais plus pensés, quoi. Okay. Ouais. Quand tu dis, il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Quand tu démarres sur un projet comme ça, est-ce que tu regardes d'abord, est-ce que tu ponces d'abord tout ce qui existe sur le sujet avant de démarrer, ou tu préfères démarrer sans trop te polluer la tête avec ce qui existe déjà pour voir si tu trouves quelque chose de nouveau? Enfin, comment tu fonctionnes là-dessus? Non, je regarde quand même ce qui se passe. Okay. Je regarde ce qui se passe, j'ai toujours des carnets où je note plein d'idées, j'essaie de voir ce qui marche bien chez les autres.
ce qui marche pas aussi, comme ça après en combinant un peu tout ça, ça peut fonctionner. Voilà, après j'essaie d'en parler aussi autour. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent des fois quand tu as des idées, si tu en parles, quelqu'un va te l'apprendre d'autre. Enfin honnêtement, moi je pense pas avoir déjà vraiment vu ce genre de situation avant. Après des fois on peut partager des mêmes idées. Après c'est celui qui va aussi avoir la capacité de la lancer, comme vous faites là maintenant avec le podcast. Je pense qu'il y a plein de gens qui veulent lancer un podcast. Entre le penser et le faire. Voilà, peut-être que tout n'est pas parfait aujourd'hui, mais au moins vous le faites. Et puis après, le 2e épisode, le 3e, etc., ça va s'améliorer. Et je pense que c'est aussi un petit peu comme ça à un moment donné. Il faut aussi un peu transformer son envie et son idée. Voilà, après c'est un peu chacun sa personnalité. Ouais, mais l'entrepreneuriat, je pense que c'est quelque chose de très vrai. Enfin, tu vois, à un moment donné, il faut mieux faire que dire et rester en chambre, tu vois, essayer de faire un projet. Et moi, j'aimerais bien revenir aussi sur... Donc, tu es au Canada, on a parlé un peu de l'expérience. Tu arrives à Luxembourg. Déjà, comment tu arrives à Luxembourg? Et on est au Luxembourg, voilà, tous les trois, c'est un pays qu'on aime bien. Qu'est-ce que tu penses du Luxembourg quand tu arrives? Tu vois, c'est quoi tes 6 premiers mois? Qu'est-ce que tu te dis? Ouais, alors comment ça se passe? Alors déjà, effectivement, à la suite de cette expérience chez Smartbox au Canada, il arrive la crise de 2008, donc il y a un peu aussi un gel d'ouverture de nouveaux bureaux. Le Canada fonctionne déjà bien, on a bien lancé le pays, et même l'équipe au Canada commence à développer même les États-Unis depuis Montréal. On alloue une partie de l'équipe dans différents bureaux en fait, donc l'équipe canadienne en fait commence à voyager, va au bureau de Londres, va au bureau au Portugal, à Paris, etc. Parce que c'était une super équipe, franchement, on avait des super personnes. Vous êtes combien vous êtes monté jusqu'à combien de personnes au Canada? Je pense qu'à un moment donné on devait être une trentaine dans le bureau, enfin c'était fou. Vous avez atteint l'objectif. Ouais. Et puis après voilà, on a un peu réalloué un peu tout le monde. Il s'avère voilà que la conjoncture et puis après les envies perso, le projet, etc. a un peu changé à l'été 2008. Et quand je rentre en fait en France, j'ai l'opportunité de pouvoir rester chez eux sur un poste de coordination internationale, mais c'est la coordination de personnes qui sont dans des bureaux à l'étranger où j'ai envie d'aller, c'est pas forcément ce dont j'avais envie. Et donc là, je rentre à Paris, je reprends des cours de tennis, à redonner des cours de tennis pendant quelques mois. Voilà. Et je recherche des différents projets, je regarde un peu les entreprises, les différents postes, et puis j'ai toujours ce petit côté un peu start-up quand même qui me revient. Et puis je rencontre un entrepreneur à Paris qui me dit écoute, moi je suis en train de lancer une start-up de e-commerce. Un bureau à Paris, et on a une équipe technique en fait qui est déjà à Luxembourg. Viens passer quelques jours, quelques semaines à Luxembourg pour rester avec l'équipe technique, et puis ensuite voilà, on développe le projet. C'est quoi le nom de la startup? Donc la startup s'appelait Socause, donc là on est 2009. Et donc j'arrive début 2009 ici à Luxembourg. Voilà, les premiers pas, je sors de la gare, mes premiers pas je les fais à Avenue à Liberté, et je rentre dans les bureaux de cette start-up qui était Avenue à Liberté à l'époque. Et voilà, c'était mes premiers pas à Luxembourg, donc dans le monde un peu start-up. Pendant 1 an et demi, je fais quand même pas mal aussi l'aller-retour entre Paris et Luxembourg, parce qu'on a aussi un bureau à Paris. Au fur et à mesure, finalement, je m'installe quand même ici à Luxembourg. Ça reste pas trop loin de la région parisienne où j'ai grandi également. J'ai de la famille également qui est dans le nord-est de la France. Mais j'avais jamais entendu parler du Luxembourg pour autant de leur part. Franchement, j'en avais aucun. Non, c'était... J'en avais aucun, je crois que j'en avais pas entendu parler en fait avant. Donc c'était de manière très transparente. C'était, comme je suis pas du tout peut-être dans le monde de la finance, de l'assurance, etc. C'était pas un nom de pays qui était forcément à mes oreilles. Même mes grands-parents qui sont à 2h30 de Luxembourg, pour autant on m'en avait jamais vraiment parlé quand j'étais non plus enfant et je passais des vacances chez eux. Donc vraiment, j'arrive à Luxembourg en mode découverte d'un nouveau pays, presque sac à dos, quoi. Tu vois, pour moi, c'était un peu ça. Voilà, exact. Et puis voilà, donc la boîte se développe. Et même, je me souviens que sur un week-end prolongé, une fois, j'ai pris mon VTT, un sac à dos. Je suis parti faire le tour du Luxembourg pendant 4 jours en dormant dans des auberges jeunesse. Je me suis dit, le pays a l'air super.
ça a l'air super vert, il y a l'air d'avoir faire plein de sports outdoor, et donc j'étais parti vraiment comme ça faire le tour, et c'est comme ça que j'avais découvert le pays, que ça m'avait bien plu pour ce côté justement aussi très nature. Donc voilà, ensuite Luxembourg, voilà, j'avais pas forcément d'a priori, et surtout une nouvelle fois, je peux pas l'expliquer, je sentais que c'était un endroit où il y avait quand même beaucoup de choses possibles à faire. Je sentais par exemple, plutôt au niveau start-up quand même, je travaillais déjà depuis un peu dans l'écosystème start-up du coup maintenant à Paris, et je voyais qu'il y avait plein aussi de bonnes idées, de bonnes pratiques, d'événements qu'on pouvait faire aussi ici à Luxembourg, donc ça m'avait un peu titillé, mais à l'époque j'étais vraiment dans le projet de cette start-up, et donc j'avais pas du tout à l'époque cette volonté d'organiser des événements, de développer un réseau. Alors j'étais venu pour un job. Voilà. Puis à l'époque t'es en bizdev, hein, c'est ça, tu fais du business development pour. Je fais du bizdev, exactement, du bizdev, mais plutôt surtout côté français, quoi. Donc ok. Voilà, donc c'était mes premiers pas vraiment au Luxembourg, dans cette start-up. Ouais. Mais comment l'écosystème start-up, quand tu arrives justement, tu dis il y a des opportunités. On est en 2011-2012. On pourra comparer à maintenant, hein, mais c'est comment quand tu arrives ? C'est comment quand j'arrive, déjà je connais pas grand monde honnêtement, à part mes collègues, du coup c'est vrai que j'ai pas beaucoup de contacts ici. Tu t'es inscrit au tennis ? Je me suis inscrit exactement au tennis dans un club, c'est comme ça que j'ai rencontré effectivement les premières personnes de mon réseau. Après j'ai rencontré mes voisins qui sont devenus mes amis et par extension amis d'amis, etc. Donc le réseau il s'est construit de manière un réseau de proximité, tout simplement. Et puis après un réseau de collègues, et voilà, ça s'est fait un peu comme ça, assez naturellement. Cette startup finalement ferme quand même fin 2010, et pour autant avec 2-3 personnes on continue à avoir des projets, on loue un bureau dans le quartier de la Gare, on rencontre nos voisins de bureau qui eux ont un super réseau à Luxembourg, et finalement voilà, après tu rentres dans le réseautage du Luxembourg, et puis tu te rends compte que c'est un microcosme. C'est un réseautage Luxembourg ou un réseautage écosystème startup? Là au début on a eu un petit écosystème startup, et ensuite ça a été après un réseautage un peu plus Luxembourg, avec des personnes aussi qui venaient de la grande région. Mais voilà, ça a été des connaissances que je recroise de temps en temps aussi maintenant encore à Luxembourg, donc c'est chouette. Parce que tu vas enchaîner aussi à Luxembourg quand tu arrives, donc il y a cette expérience startup. 3-4 jobs de bizdev. T'es passé par des grands noms, des maisons modernes qui sont assez connues à Luxembourg. T'as fait Allo Resto aussi, si je me... Ouais, Restopolitan, Restopolitan, pardon. Justement, qu'est-ce que tu gardes de cette expérience-là ? Est-ce que du coup t'en as profité aussi pour développer un réseau qui potentiellement te sert maintenant ? Enfin voilà, comment toi... Oui. Effectivement, ce fil rouge un peu business développeur, réseautage, ça a été, c'est un peu le fil rouge quoi, de ce que je fais aujourd'hui. Effectivement, il y a eu des accélérateurs dans ce passage-là. Je veux dire, le passage chez Maison Moderne a été un accélérateur de réseau incroyable. Je pense pas qu'il y ait... Aujourd'hui encore, il y a encore des personnes de ce réseau-là que je recroise aussi beaucoup. Et puis les différentes expériences dans les entreprises aussi luxembourgeoises m'ont amené à rencontrer une diversité de personnes qui est assez incroyable, quoi. Vraiment justement du chef d'entreprise au manager d'un restaurant, un homme politique, un créateur de start-up, à des agences de com, etc. Donc c'est vrai que la diversité, moi c'est toujours quelque chose aussi que j'aime bien, de rencontrer énormément de personnes différentes dans une même journée, dans une même semaine. Je trouve que ça apporte une richesse assez incroyable en termes de discussion en fait, de sujets. Je crois qu'il y a vraiment des gens qui sont aussi très experts dans un domaine, et donc qui vont être très très calés sur des sujets, et puis il y a des personnes qui vont être amenées à traiter différents sujets dans leur cadre professionnel, à rencontrer énormément de personnes différentes. Et voilà, moi je suis plus là, mais oui, le réseautage après s'est construit de manière au niveau professionnel. Et puis à un moment donné, tu te rends compte quand même que le réseau, alors on le fait aussi à Luxembourg, ça reste un microcosme, mais je veux dire que tu le répètes dans d'autres villes, ça fonctionne aussi en réseau. Le tout, après, c'est que ça prend du temps, quoi. Ça se construit pas en un an, ça prend énormément de temps. Et après, c'est la confiance après des gens qui vont eux aussi après te renvoyer la balle.
Et ça, faut pas s'attendre à ce que les gens ils te renvoient la balle la semaine d'après. Des fois, ça peut prendre 2-3 ans sans même avoir à leur demander. C'est une nouvelle fois, voilà, ça se... Les givers et les takers, voilà, ça s'entretient au fur et à mesure. Au niveau de ce réseau-là, concrètement, c'est un réseau qui se construit par la volonté d'être ensemble ou qui se construit toujours sur des projets? En fait, comment vous faites ça? Ah oui, c'est une bonne approche. Le réseau, moi, il s'est souvent construit effectivement par des projets, par des événements, en fait, par des prétextes, par des sujets en fait qui rassemblent déjà les mêmes personnes. Et puis ensuite, après, une fois que voilà, on a les sujets, qu'on connaît un peu les besoins et autres, après il va y avoir des moments où on va aussi créer des opportunités en disant écoute, moi sur ce sujet-là, je pense je peux te présenter une en fait, c'est des projets qui se connectent entre eux, voilà, ça, exactement. Par des personnes qui sont référencées à différents moments par les uns et par les autres. Exactement. Au bout d'un moment, en fait, tu t'aperçois, tu te dis, quand tu parles avec des personnes et tu te dis, mais en fait, cette personne, il faut absolument que je la présente à une autre personne. Et quand ils se connaissent pas, tu dis, c'est pas possible, tu vois. Donc t'essaies il y a un côté un peu très très empathique. Ça prend du temps. Ouais. Ça prend de l'énergie, il faut juste savoir un peu parcelliser tout ça, mais je crois que c'est aussi dans la volonté un peu tous les jours de ce qu'on essaye, en tout cas ce que j'essaie de faire moi au quotidien, c'est toujours aussi de mettre en valeur les entrepreneurs et souvent quand on est entrepreneur, parfois on est souvent seul et on peut se dire que parfois juste tendre la main et présenter 3 personnes à quelqu'un, ça va pas te prendre énormément de temps. Peut-être qu'elle, ça va la faire avancer dans son projet, etc., etc. Tous les projets où les entrepreneurs n'ont pas forcément réussi, mais je pense surtout qu'à un moment donné, le serial connecteur. Voilà, se tendre la main, se dire qu'à un moment donné, il y a des gens des fois qui sont juste bloqués parce qu'ils n'ont pas le bon contact ou autre. Toi, tu te dis, voilà, alors on n'est pas non plus, je suis pas un... c'est pas le sauveur, c'est pas un service non plus. Je veux dire, tu m'appelles pas en disant est-ce que tu peux me présenter telle personne. Je veux dire, on a énormément de choses à faire au quotidien et c'est pas quelque chose que je vends ou que je markete publiquement. C'est plus quelque chose qui est un peu dans le quotidien au fur et à mesure de la discussion. Peut-être qu'après cette discussion, je vais dire il faut que je vous présente à quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est ça un peu l'idée. Ok. Et justement, toi, tu rencontres énormément de personnes qui sont souvent des experts dans leur domaine. Est-ce que toi, tu as une expertise quelle serait ton expertise que tu as développée comme ça au fil de ces années? Je pense que c'est un peu plus multi-expertise. Moi, il y a toujours le côté un peu justement création, générer des idées d'événements, de contenus ou autres qui m'ont toujours, qui m'ont toujours aussi passionné et qui continuent justement aujourd'hui à me passionner. Donc je dirais peut-être que l'expertise elle est à ce niveau-là, effectivement sur le réseautage aussi, comment aussi le favoriser, créer ces opportunités. Je pense que c'est un point important. Aujourd'hui, on voit quand même que la société elle est développée énormément depuis maintenant plusieurs années en communauté. C'est comment justement activer ces communautés, les faire vivre, faire en sorte que les gens ils se rencontrent. On sent que les gens ils ont aussi besoin de discuter, de se voir et puis les événements professionnels, des fois c'est difficile de faire du networking et autres. Alors on peut rendre ces événements un peu professionnels un peu différents, leur amener un peu quelque chose d'autre. Je pense que c'est une complémentarité, mais le fil rouge effectivement reste créer un peu ces réseaux, ces opportunités. Et puis moi j'attache beaucoup d'importance à justement garder une capacité à pouvoir générer des idées, quoi. À un moment donné, quand je sens que j'ai plus d'idées, c'est que je sens que je commence à fatiguer, ou que là il faut que j'en retrouve d'autres, que ce soit personnellement, professionnellement, ou des idées de peut-être d'autres projets autour qui vont peut-être jamais voir le jour, mais qui vont peut-être m'amener à réfléchir différemment, quoi. Et quand tu es dans ces phases-là, parce que c'est cyclique, j'imagine, il y a des choses, qu'est-ce que tu mets en place pour redémarrer? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que tu voyages, tu vas voir ce qui se fait ailleurs, etc. Comment tu te réactives quand tu es en fin de cycle sur ce genre d'idée?
Je pense que la fin de cycle, déjà, c'est au niveau perso, déjà, ça peut souvent arriver à un moment donné sur une fatigue. Ouais. Donc, déjà, c'est apprendre à se ressourcer, à prendre un peu plus de temps pour soi. Dans ces 10 dernières années, moi, en même temps que mon projet pro, c'est aussi c'est la famille aussi, quoi, qui s'est vachement agrandie. Donc, à un moment donné, il y a eu aussi... il y a peut-être 2-3 ans, vraiment, à un moment donné, où j'ai senti aussi que j'avais aussi un peu besoin de temps pour moi, juste déjà de réorganiser ma semaine différemment pour pouvoir passer du temps aussi avec tout le monde. Donc ça a été un point essentiel pour dire ok, on va souffler aussi un petit peu et voilà, juste je pense un peu se réorganiser, apprendre à souffler, à lire, Puis après tu retrouves du temps pour avoir l'inspiration en fait. Voilà, exactement, tu regardes, après effectivement dès que tu pars un peu en week-end, en vacances ou autre, ça te fait penser un peu à autre chose, hein. Je pense que c'est le propre de tout le monde, hein. Quand on va voir quelque chose ailleurs, on se dit c'est génial, tiens, ce serait trop bien de lancer ça ou autre. Voilà, et je pense que c'est toujours un peu cette capacité à regarder, puis après j'ai des sujets que je regarde un peu plus précisément que d'autres, mais j'essaie toujours d'essayer quand même d'avoir comme quelques idées en plus au cas où une ne marche vraiment pas, ne jamais être bloqué, quoi. Vraiment, tu as plusieurs comme ça de projets en parallèle. Exactement. Et justement un projet que finalement t'as commencé depuis très longtemps, donc maintenant c'est Silicon. On voit ce que c'est Silicon. Franchement c'est un média pour moi, je pense de référence sur l'écosystème tech startup à Luxembourg. Et là tout à l'heure j'ai l'impression que t'as commencé en faisant un blog. Est-ce que quand tu fais le blog, tu as un plan en tête où tu dis tiens je vais faire un petit blog sur la tech, comment ça devient et à quel moment tu dis tiens je vais faire un blog et on sait jamais quoi. Alors effectivement, donc le blog il va avoir le média va avoir 10 ans là en fin d'année cet automne là. Effectivement, donc entre 2007 et 2013, j'ai un peu, on va dire, bourlingué dans des startups. Voilà. Donc c'est tu regardes mon CV, c'est jamais des expériences trop longues. J'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs et puis arrive un moment donné où je lance un projet, en tout cas j'essaie de lancer un projet à Luxembourg, donc une start-up française ici à Luxembourg, et où je me retrouve confronté au fait qu'on n'arrive pas du tout à communiquer sur la start-up qui fonctionne super bien en France, qui a plein de presse en France, mais on n'arrive pas à en parler ici au Luxembourg. Et puis je commence un peu à aussi traîner dans l'écosystème et je m'aperçois finalement que je suis pas le seul en fait. Finalement les autres startups aussi n'ont pas forcément elles n'ont pas craqué le truc sur la communication. Voilà, il y a pas d'article sur elles, en tout cas dans les médias à Luxembourg. Et je me dis c'est incroyable, ils sont en train de développer un écosystème startup, commence à avoir un incubateur, un espace de coworking, commence à avoir un peu des programmes qui émergent. On commence à voir c'est une startup qui fait la couverture d'un magazine. Donc ça commence à venir, mais pour autant, il n'y a pas de blog ou de médias spécialisés là-dedans. En France, en Allemagne, dans d'autres pays, il y en a plein. Tu vois, et je me dis, c'est incroyable, au Luxembourg, il n'y en a pas. Et je me dis, pourquoi pas essayer de créer un blog et de commencer à parler des quelques startups qui étaient présentes au Luxembourg, et vraiment d'avoir ça comme projet à côté, quoi, J'avais un projet de bizdev qui m'excitait pas non plus fondamentalement. Je me suis dit ça c'est une activité que je peux avoir en annexe, tu vois, comme on fait, un peu travailler le matin, le soir, le week-end. Ma femme à l'époque travaillait en cabinet d'avocat, elle travaillait aussi assez tard le soir, donc finalement en fait moi j'avais aussi du temps libre, tu vois, le soir pour faire aussi ce genre de choses. Et voilà, donc ça a commencé de manière de cette manière-là, d'appeler en fait 2-3 copains dans les startups qui, je crois même pas, il y a quelques-uns qui étaient en France mais d'autres qui étaient pas, où je faisais des articles qui étaient un peu en français, un peu en anglais. Et puis je me suis Comment il s'appelle ton blog à l'époque? C'est déjà Silicon Luxembourg, c'est le premier nom qui a été déposé, exactement. Okay. Et voilà, et ça part un petit peu tout seul. Je me suis dit, j'y vais, j'écris, je veux bien voir comment ça se passe. Tu fais des photos, tu t'occupes de tout. Moi, je fais les photos, les vidéos, je commence à organiser des événements. Voilà, donc je me dis, je vais faire des after-work. Ça, du coup le premier soir. Ok. Premier soir. Ça commence par un event. Parce que je me dis, mais qui va lire ce blog, moi? J'ai fait un blog, mais j'ai personne. Voilà, je vais faire un blog, qui va le lire?
Alors j'envoie quand même un email à 120 contacts proches. Je me dis, là-dedans il y a les copains, il y a ceux qui sont un peu dans l'écosystème, et je me dis, déjà eux ils vont le lire et puis le partager. Donc on a commencé comme ça, j'ai fait un premier événement, un premier apéro, je pense qu'on était une quinzaine. T'as acheté les souscriptions en fait avec de la bière. Voilà, exactement. C'était mon marketing. Et on continue à faire ça. Aujourd'hui on le fait de manière mensuelle, on a 150 personnes. Et finalement, en fait, quand tu mets tout bout à bout, tu t'aperçois qu'en fait, c'est des milliers de personnes en fait, qui sont venues en 10 ans aux événements et qui sont devenus lecteurs du site, du blog, abonnés à la newsletter, abonnés au magazine. Et voilà, nous, ça a été notre marketing très terrain. Et c'est la manière dont on a aussi invité des entrepreneurs à venir parler après sur scène. Donc ce blog, voilà, il se lance à l'automne 2013. Donc voilà, je commence à faire quelques articles vraiment beaucoup trop longs. Vraiment, j'essaie de comprendre aussi comment on rédige. Et je me retrouve très rapidement aussi invité à des conférences de presse. Okay. Et je me suis dit, ouais, super, une conférence de presse, mais comment je couvre une conférence de presse? Et je regarde en fait un peu sur mon voisin qui est journaliste et je vois comment eux ont structuré leurs articles. Ou comment eux sont préparés, et je me dis je vais me préparer comme eux. Et en fait c'était un peu par mimétisme, j'ai commencé après à faire des articles un peu mieux de cette manière-là. J'ai eu des contributeurs un peu externes. Et fin 2014, un an après, le gouvernement lance un grand plan en Luxembourg qui s'appelle Digital Luxembourg, dont un des piliers c'est de développer un écosystème startup. Donc on est un an après, et là, tous les corporates, toutes les entreprises se sont mises à créer des programmes startup, à organiser des événements. Il y avait déjà aussi un grand événement qui existait depuis quelques années à Luxembourg. Et donc d'un seul coup, t'avais le média. 2015, c'est devenu fou, énormément d'événements. Beaucoup plus d'articles. J'ai eu un premier stagiaire de l'université, un américain, on a passé tout le blog en anglais. Et donc là après c'était parti, et c'était toujours un projet à côté, hein. J'ai vraiment arrêté mon activité temps plein seulement en 2016. Donc pendant 2 ans et demi, 3 ans, ça a vraiment été une activité à côté. Donc c'était le tout début. Donc tu commences à monétiser. Déjà, est-ce que tu as une envie de monétiser ce blog-là quand tu le fais? Pendant 3 ans, 0. 3 ans, 0. Donc là, t'es en side. 0 euros. Et c'est seulement à partir de 2016 où j'ai commencé à... Tu fais un business plan parce que tu quittes ton job. Il n'y a toujours pas eu de business plan. Tu quittes ton job avant le business plan. J'ai des gens qui me disent nous c'est bon, on peut te sponsoriser. On y va. On prend le sac à dos, on met les sponsors dedans et puis on est parti, et je crée un magazine. Et voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Non mais ça a été un coup d'opportunité, peut-être de chance à ce moment-là. Il y a eu un moment où ça a été le moment de le lancer. Peut-être 6 mois après, ça aurait été trop tard. 1 an et demi après, il y aurait peut-être quelqu'un d'autre qui l'aurait fait aussi. Voilà, ça s'est fait de cette manière-là. Ça a duré parce que j'ai pas lâché, alors que il y a eu, comme tu dis, il y a des hauts, il y a eu des très hauts, il y a eu des très très bas, il y a eu un peu de tout, et finalement, tu vois, j'ai quand même... Qu'est-ce qui fait que t'as pas lâché dans les très bas? Je crois que j'ai toujours cru, je me suis dit, j'y suis pas encore à la fin de ce projet. Il y a encore des choses à faire. Et puis après, c'était mon unique projet. Je veux dire, quand tu parlais tout à l'heure un peu de ma manière un peu de fonctionner, j'ai tout mis dedans, quoi. C'est all-in. Il y a toute mon énergie, il y a tous mes efforts sont dans le projet. Donc c'est une manière pour moi justement d'avoir, je pense plus après passer certains moments un peu difficiles. Mais finalement tous ces mis bout à bout au fur et à mesure, mais ça a pris un peu de temps. Et je trouve que ton projet s'est développé en parallèle de l'écosystème startup à Luxembourg. Finalement, l'un va pas sans l'autre. Est-ce que déjà tu as senti ça, que finalement quand l'écosystème il était en train de se développer, toi aussi ton média se développait? Et première question. Et deuxième, qu'est-ce que tu penses de l'écosystème startup actuellement à Luxembourg? C'est quoi le potentiel? C'est quoi l'attractivité du Luxembourg par rapport à ça? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux si jamais? Effectivement, Silicon Luxembourg n'aurait pas fonctionné si l'écosystème n'avait pas grandi. Il y a des dizaines d'incubateurs, d'accélérateurs, d'événements, de programmes qui ont été lancés. Donc nous, ça a généré du contenu, quoi. Ça a généré du contenu, ça a généré de la visibilité. Beaucoup de partage d'articles, plein de choses. Je veux dire, l'audience, elle a vraiment augmenté parce qu'il y a eu cet écosystème qui s'est développé. Inversement, ce serait peut-être resté un simple blog ou je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça se serait bifurqué, mais il y a eu un peu à un moment donné cet élan jusque vraiment 2019, c'était dingue. Il y avait tout le temps des nouvelles choses, etc. Donc il y a vraiment cette période, on va dire un peu faux folle, quoi.
allez, 2014, ouais, jusqu'à avant Covid, quoi. Ouais, juste avant Covid, ouais. Le Covid, ça a assagi vraiment un peu tout l'écosystème, hein. Ça a surtout montré en fait qui faisait quoi. Aujourd'hui, c'est un peu plus, j'espère un peu plus clair, en tout cas pour les gens, quel incubateur fait quoi. Ouais. Quelles sont les startups qui ont grandi, qui ont passé, parce qu'il y en a pas mal qui ont aussi accéléré aussi grâce à cette période-là. Et puis là, on est plus dans une phase post-Covid qui est plus de consolidation justement de l'écosystème, justement avec les structures qui sont en place. Maintenant, c'est de faire émerger justement des startups de cet écosystème. J'espère que bientôt on aura vraiment le chiffre officiel du nombre de startups, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on oscille toujours entre 500 et 700, hein, c'est les chiffres qui sont un peu partagés. Nous chez Silicon Luxembourg, on suit vraiment de près une centaine de sociétés qui sont pour nous celles qui sont vraiment qui grandissent et qui recrutent, etc. Donc je pense que l'écosystème il est en train de grandir, il est en bonne voie, il y a toujours plein d'opportunités à lancer. Il est assez particulier parce qu'il faut tout de suite penser international en fait quand tu es à Luxembourg. Par rapport au marché local, il est très multiculturel. Je pense que ça c'est un point unique en Europe. Tu développes ta start-up en France, 90-95% de tes employés sont français. En Allemagne, 90-95% sont allemands, etc. Au Luxembourg, pour 10 personnes, tu peux avoir sur 10 ou 20 personnes, tu as une dizaine de nationalités. Donc c'est déjà une autre approche. Et je pense que ça, c'est un point fort de Luxembourg sur le marché. C'est une des limites aussi de certaines startups, comme tu dis, le marché local. Très souvent, tu vas tester à Luxembourg. Tu vois, c'est souvent un marché de test. Et culturellement, tu vois, quand tu vas aller à Paris ou en Allemagne ou à Londres, souvent c'est des nouveaux marchés, quoi. Typiquement des nouvelles équipes, nouvelles cultures. Et c'est pas parce que tu as un marché à Luxembourg. Enfin, c'est difficile de pénétrer ce marché. Tout à fait. Oui, le marché local, je pense qu'ici il est très petit. Par contre, il permet d'accéder à énormément d'autres marchés. Souvent, je sais pas, une start-up française, une start-up allemande, ils vont rester longtemps sur leur propre marché avant d'aller voir un deuxième pays. Alors qu'ici, tu commences. Luxembourg, voilà, exactement. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est assez unique. Après, en termes d'évolution de potentiel, oui, il y a plein de, des idées de start-up, il y en a toujours plein. Il y a quand même un support aussi qui est intéressant au niveau des différents incubateurs. C'est un petit réseau, on a quand même accès à beaucoup de monde. Donc, tu disais, on peut itérer son projet, on peut tester. Effectivement, c'est intéressant. C'est un accès, marché européen et autres. Donc, il y a toujours des opportunités à faire. Après, c'est toujours la capacité à se lancer. À Luxembourg, on sait aussi que les salaires qui existent dans la fonction publique, dans la finance, etc., sont parfois aussi peuvent être un frein justement à l'entrepreneuriat. Passer le cap, des fois, il faut être prêt. La marche est plus haute, effectivement. Je pense qu'on a aussi besoin de rajeunir un petit peu les entrepreneurs, parce que plus tu entreprends tôt, quand même, tu vois, moins tu as de contraintes, quoi. Et plus tu t'attends, plus effectivement tu as ton niveau de salaire qui augmente, des attentes en niveau de vie, un confort, une vie familiale, etc. Et là, ton aversion au risque, elle change complètement. Moi, j'ai commencé à entreprendre, j'avais 30-31 ans. En fait, des fois, je me dis, j'aurais pu entreprendre encore avant, tu vois, pour apprendre, etc. Parce que la période 30-40, en fait, c'est la période où il y a énormément de choses qui se passent dans ta vie, où tu construis beaucoup de choses. Donc, c'est une période, pour moi, aujourd'hui, je la trouve, tu vois, elle est hyper intense. Et ceux qui peuvent apprendre un petit peu avant d'entamer cette période, un peu cette décennie-là, je trouve que la voient mieux. Arrive mieux à la gérer, quoi. C'est un peu ça. Et souvent, des entrepreneurs que j'ai rencontrés, et ceux qui maintenant même gèrent certaines boîtes, souvent c'est des entrepreneurs, ils ont commencé à 14, 16 ans, 18 ans, ils commençaient déjà à faire du e-commerce, des jeux vidéo, plein de petites choses, et après quand ils ont eu leurs idées, ils étaient prêts, quoi. D'itérer plein de fois et d'apprendre, en fait, la courbe d'apprentissage est quand même très rapide. Est-ce que toi tu penses que tu as un rôle à jouer dans l'écosystème startup à Luxembourg ou tech? En tant que personne. En tant que personne. En tant que personne. Ouais. Tu vois, par tes mises en relation, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, j'essaie de jouer mon rôle. Je pense que mon rôle, il s'est mieux défini, puisqu'aujourd'hui, on s'axe vraiment sur le média
et sur notre communauté. Ouais. Il y a eu à un moment donné, Silicon Luxembourg, de par le nom, les gens ont pensé que c'était un peu public, privé. Ouais, c'est vrai que moi et donc pensaient que je faisais la promotion du Luxembourg, en tout cas que c'était l'État. Ça ressemblait à Luxor Finance pour les et après, une fois quand l'écosystème s'est structuré, quand Luxinnovation a lancé Startup Luxembourg, quand il y a eu l'association des startups, ça c'est eux leur rôle de promotion, de défendre les droits, etc. Donc nous on a vraiment maintenant un nouveau positionnement, enfin un vrai positionnement qui est vraiment notre média. Ce qu'on fait depuis le début, c'est ça. Ouais. Et, t'as une carte de presse d'ailleurs maintenant. Exactement. Et donc mon rôle, c'est plutôt d'informer aujourd'hui. Et je pense que ce soit moi ou maintenant l'équipe, je pense que mon rôle, il est là aujourd'hui. Voilà. Donc. Rétrospectivement sur justement ce rôle-là, et si on le remet en perspective par rapport à ce rôle de connecteur, toi, typiquement, parce que dans ce podcast, on essaie aussi de donner des conseils aux personnes sur les compétences à développer, comment finalement tu modélises ça rétrospectivement sur toute ta carrière? C'est-à-dire ce nouveau rôle, tu arrives sur un média, tu finis aujourd'hui, tu finis pas, sur un média, finalement par rapport à la façon dont tu as construit ce réseau, la façon dont justement tu as créé quelque chose, où toi tu donnais quelque chose et eux renvoyaient quelque chose, comment tu vois évoluer ce truc-là justement pour la suite? Non, mais je vois que ça reste essentiel, se connecter, rencontrer les gens quand même, c'est... Voilà, c'est ça, il y a plein de gens qui disent oui, mais si je fais ça, comment je vais faire une nouvelle fois? Si tu pars dans une autre ville, comment déjà pas t'inscrire à une assoce, franchement? Joue au tennis. Je sais pas, fais du théâtre, on commence à rencontrer les gens parce que c'est de là que ça va partir, c'est là que ça va commencer, et c'est là que tu vas rencontrer une diversité de personnes. Bien sûr, tu vas rencontrer après des gens dans ton réseau professionnel, je pense que c'est important d'avoir un mix des deux. Voilà, donc je pense déjà que ce côté un peu réseau, ça va continuer. Voilà, après ça continuera peut-être. Ça a été très intense pendant 10 ans. Est-ce que ça le sera après dans les 10 prochaines années? Je sais pas. Aujourd'hui, en tout cas, ce que je vois, c'est que voilà, il y a beaucoup de bienveillance en fait autour de nous. Et les gens quand même, je trouve qu'ils s'entraident beaucoup, quoi. Ils s'entraident de plus en plus. C'est aussi des sujets qu'on voit beaucoup revenir aussi dans les différents médias. Et c'est la réalité, je veux dire, la réalité de terrain, elle est quand même que les gens aussi ils s'entraident, ils se connectent. Et puis quelque chose que j'ai appris un peu, je dis quand j'étais vraiment jeune, j'étais plutôt très timide. J'ai aussi appris beaucoup à poser des questions, à écouter. C'était pas quelque chose de super évident. Mais parfois, ça peut arriver quand je suis bloqué de simplement poser une question, via un message à quelqu'un juste pour avoir juste son avis. Ça, c'est des petites choses qui m'ont permis justement un peu d'évoluer aussi en perso, parce qu'on peut être... après, quand on est dans les médias, on est encore plus dedans, mais il y a tellement de médias, tellement de supports audio, vidéo, qu'à un moment donné, on peut être noyé juste dans le contenu, quoi. Et c'est là que c'est intéressant après d'arriver à identifier soi-même les sujets qui nous intéressent plus que d'autres, et puis voilà, d'écouter aussi les gens qui vont te parler des sujets que toi tu connais pas du tout, mais qui vont juste t'apprendre, et ça te permet après de partager d'autres idées. Ouais, bien sûr, clairement. Est-ce qu'on passe au petit jeu? Il nous reste 4 minutes. C'est le moment jingle. Jingle. J'imagine que normalement il y a un jingle. On verra si c'est un jingle. Okay. Et tu vois qu'on a un budget énorme, comme les Américains. Tu vois, ça venait dans le budget, genre comme si tu faisais un jeu chez toi. Okay. Et il y a 3 couleurs. Tu dois en tirer une de chaque. Okay. Commence pas par la violette. Mais commence par. Okay. Commence par vert ou orange. Vert ou orange. Et le but, c'est que tu prends, tu lis et tu réponds. Allez, j'espère que c'est la bonne question, mais on verra. Et j'ai toujours pas utilisé mon bouton panique là. Pour l'instant, tu paniques pas, mais en même temps, vu ce que tu dis, t'es pas très stressé. Que ça risque de venir. T'es pas très stressé. Hein. Si tu pouvais changer un truc dans ta vie, ce serait quoi? Ouais, c'est une bonne question. Tu sais quoi, je vais utiliser mon bouton panique pour celle-là. Comme ça, on coupe, et comme ça me permet ça me permet comme ça d'en reprendre une. Peut-être qu'elle sera encore pire, celle-là. Je sais. Non. Donc on va vert. Il peut y avoir les mêmes. Il peut y avoir les mêmes. Le même type de...
On est en 2030 et la version 72 de ChatGPT vient de sortir. Plus personne n'a besoin de bosser. Tu fais quoi de ta vie ? Bah tu sais quoi, je crois que j'ai un club de tennis. Je viens de cours de tennis. Ça, il le fera pas. Je joue avec mes enfants. Et ça, je pense que l'intelligence artificielle, elle pourra pas trop remplacer ça. Peut-être qu'il y aura des robots qui nous lanceront des balles, j'en sais rien, mais et je pense que je retrouverai un petit microcosme comme ça dans un club, une assos, une petite communauté. Tu repars sur du réseau. Quoi. Je repars sur du réseau, sur un truc un peu plus perso, tu vois, un truc qui... Voilà, un peu plus pour la famille, les copains, un truc un peu sympa. Il te fera de plaisir, quoi. Voilà. Okay. Après, je laisserai l'intelligence artificielle faire le reste. Ça tourne le contenu, mais bon, il y a quand même encore besoin un peu d'humain là-dedans. Je pense qu'effectivement, sur tous ces trucs-là de mise en relation, l'humain, c'est la création de communauté. Non, mais on voit nous ChatGPT ou l'intelligence artificielle pour les médias, c'est sûr que on regarde ce qui se passe, ça va tellement vite. La seule chose que ça change pas, ChatGPT, c'est comme la conversation que tu peux avoir avec l'entrepreneur et l'info que tu peux avoir. Ça va te sourcer beaucoup d'infos, mais ça en tant que journaliste, ça va pas te sourcer le off ou l'info qui va sortir vraiment juste demain. Et donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée en tout cas aujourd'hui dans notre média, ou la différence qu'on voit. On tente deuxième question ? Ouais, tente deuxième question. Orange plutôt du coup. Orange c'est ça plutôt. Ouais. Ou pas du tout. Non, mais violet. Enfin. Alors, le pire souvenir de ta carrière, avec du recul, comment tu aurais pu l'éviter ? Oui, j'ai utilisé le bouton de Joker là déjà. C'est sûr que tu nous as pas parlé trop de tes galères. En fait, t'étais plutôt un yes man. Tu partais gagnant. On a pas de galères. Non, avec du recul, comment aurais-tu pu l'éviter ? Ouais, une nouvelle fois, tout à l'heure, tu me posais une question sur la partie business plan. Si j'avais été un peu mieux préparé, si c'était pas juste y aller comme ça, j'aurais pu éviter, je pense, quelques petites galères pendant le projet au départ. Parce que tout ce dont je parle sur les galères à éviter, en fait, je les ai toutes faites, quoi. Donc, c'est pour ça que t'es mieux placé pour en parler. Et parfois, j'ai quand même passé des moments un peu difficiles. Sur Silicon Luxembourg, sauf que là j'étais plus tout seul, il y avait du monde à la maison. Et si tu veux, ça te fait réfléchir à deux fois sur dire j'aurais peut-être dû mieux anticiper, ou voilà, pas arriver. Des fois, c'est vrai, des fois j'attends jusqu'au bout du bout, et c'est ce côté un peu anticipation peut-être qui m'aurait un peu aidé, ouais. Donc voilà. On a le temps pour une dernière violette ? Allez, une dernière violette. Alors, puis après, ça va sonner. Et après, j'aurais peut-être une dernière question pour le finish, quoi. Ouais. Le succès, c'est tomber 7 fois et se relever 8. Proverbe japonais. Ah bah alors là, complètement d'accord. Je pense que je suis tombé plus que 7 fois. Mais une nouvelle fois, toujours de la bienveillance autour, que ce soit à la maison, que ce soit les copains. Ouais. Une fois justement dans les grosses galères, j'ai vraiment une grosse galère. Une fois, j'appelle des copains. Tu peux j'appelle justement des copains qui disent mais c'est toi qui t'y es mis dans cette galère-là. Donc il y a que toi qui peux arriver à t'en sortir. Nous, on peut t'aider, mais en fait, le seul dedans, c'est toi, quoi. Et c'est vrai que quand ils m'ont dit ça, et ça m'a remis en selle net, parce que j'ai appelé plusieurs copains. C'était sur un moment pendant 1 heure, quoi. Ouais. Et donc forcément ils s'étaient pas concertés puisque ça venait d'arriver, et ils ont tous eu la même réflexion. C'est quand même c'était assez incroyable. Et quand ils m'ont dit ça, au bout d'1 heure, je me suis dit en fait ok, donc ça veut dire que s'ils le disent tous sans s'être concertés, c'est vrai, quoi. Et parfois effectivement t'as des gens qui vont te tendre la main. Parfois, tu dois savoir aussi grimper un peu tout seul, quoi. Et voilà, il y a quelques petits chemins, quoi, qui sont intéressants. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec ce proverbe-là. Hein. Et alors, parfois, tu tombes très bas, mais bon, tu remontes aussi. Voilà, le tout, c'est de pas se renfermer complètement. En fait, c'est par l'ouverture que tu en es sorti. Voilà, exactement. Je pense qu'il y a eu ça. Et puis après, il y a des gens qui te mettent aussi des bons coups de pied pour te faire avancer. Voilà. Et c'est ça, je crois, qui est important. Certaines personnes qui te bousculent. Ouais, c'est ça. Super. Écoute, est-ce que toi, tu as une dernière question ou pas ?
Moi, c'est bon, écoute. Le buzzer a été utilisé, je suis content. C'est content. Peut-être une dernière question, en fait, qui serait la même que la première. Okay. Tu vois, est-ce que finalement tu avais un plan ou est-ce que tu as suivi des opportunités? Tu vois, on pourrait reposer la question après tout ce qu'on s'est dit et peut-être qu'on a eu une réponse. Ou alors, est-ce que tu as un plan là, à 3 ans / à 5 ans? Non, mais j'aime bien la première question. Est-ce que j'avais un plan? Aujourd'hui, on fait un magazine et en fait, c'est vrai que je me suis rappelé aussi un truc, c'est quand j'étais gamin, en fait, je collectionnais les magazines tu vois, de sport, les journaux, etc. Et parmi les premiers boulots que je voulais faire, c'était journaliste sportif. Et voilà, et j'avais aussi candidaté, tu vois, à des écoles de journalisme quand j'étais post-bac, quoi, tout simplement. Ouais. Ce qui n'a pas été le cas. On t'en avait un, mais il était bien caché. Voilà. Et aujourd'hui, rétrospectivement, tu vois, je parle de... Allez, ok, c'était il y a 25 ans, quoi, du coup, et je me dis, 25 ans après, tu vois, j'ai un magazine, j'ai une carte de presse, alors pas forcément sur le secteur sport, peu importe, ça reste ma passion à côté. Mais finalement, peut-être que ce plan, finalement, tu vois, je l'ai suivi de manière complètement... sans le vouloir. Inconsciente. Et voilà, ça m'a amené finalement à réaliser, tu vois, quelque part, une envie que j'avais avant. Et j'ai appris, effectivement, du coup, sur le tas, quoi, sur le terrain. Donc peut-être que ce plan, finalement, tu vois, il s'est déroulé, comme tu disais, de manière inconsciente. Et une fois, peut-être que ce que je dois améliorer dans les 3 ou 5 ans, c'est d'avoir un peu plus de conscience sur ce qui va arriver, mieux préparer justement la suite. D'avoir une intention pour faire parce qu'aujourd'hui, je suis plus tout seul et à la maison et dans l'équipe, tu vois, etc. Donc, je vais moins partir en sac à dos tout seul. Là, maintenant, j'embarque beaucoup plus de monde avec moi. Et ça, c'est la grande différence. C'est qu'aujourd'hui, je dois le faire de manière beaucoup plus consciente, organisée et ordonnée. Ouais. Super. C'était cool, les gars. Écoute, franchement, merci beaucoup, Charles. Super. Merci. Écoute, on a respecté à peu près le timing. Je pense que c'est important aussi pour ceux qui nous écoutent. Tu as amené pas mal d'informations sur toi. Je pense aussi utilisables par les autres, par ceux qui vont nous écouter. Moi, je te connaissais moins avant et j'ai l'impression que je te connais depuis cette grande époque du tennis, même si je joue pas personnellement. Je vais courir, m'y inscrire à titre personnel. Moi, je vais m'inscrire à des clubs aussi. Tu vois, moi, je viens d'arriver à Luxembourg, je suis pas inscrit dans des clubs. Donc, tu vois, typiquement, là, tu m'as convaincu de faire quelques assos. Je pense que ça commence par là. Ok, écoute, merci beaucoup. Super, merci encore, Charles. Et puis, merci à vous. À bientôt. Merci, ciao. Bye.